Patricia Valma qui interviendra au nom de la préfecture des Alpes-Maritimes, moi-même au nom des entreprises pour la cité en charge de l'animation de la charte de la diversité, Philippe de Gibon qui est notre ambassadeur de la charte de la diversité en région PACA depuis 2012 et qui est également PDG de Converse, Marc Raiola, PDG d'Interima, qui est l'un des tout premiers signataires de la charte de la diversité dans le département. Il a signé dès 2006, donc ils étaient à l'époque 3 seulement, en 2006. Laurent Lachkar, donc vice-président de la commission formation CCI Nice Côte d'Azur. Céline Galinier, présidente du CJD Nice, également gérante de Shiva. François Delmotte, directeur de la Directe Alpes-Maritimes, Béatrice Bretonnier, donc représentant la commission commission emploi formation de l'UPE 06, également dirigeante de B2B Consulting RH. On a Amina Guénaz, qui est directrice de l'école de la deuxième chance de Nice. Olivier Le Saint, directeur Cap Emploi 06, Antijob 06, Anne Cagnard, présidente de la NDRH Côte d'Azur et associée chez Converse, Christiana Ralimasson, alternante chez Converse, Bénédicte Solané, qui est membre du directoire à la Caisse d'épargne Côte d'Azur, et Bernard Alfandari, PDG chez Registex. Ce sont les intervenants officiels au programme. On a aussi des personnes dont vous apprendrez les interventions au fil de l'eau, puisqu'on a des lauréats des prix de la charte de la diversité, dont on ne connaît pas encore les noms et qui seront annoncés en cours d'événement. Voilà, bienvenue à tous. Nous espérons que vous avez tous pu sereinement vous connecter et que la qualité des échanges sera bonne. On préférerait bien entendu se retrouver en présentiel et on espère vraiment que pour les prochaines éditions, on se retrouvera à nouveau en présentiel parce que c'est beaucoup plus chaleureux. Mais voilà, faute de grille, on mange les merles et on fait ce qu'on peut. Donc cette année, ce sera digital. Merci à tous de votre mobilisation. Merci aux partenaires et aux intervenants d'avoir répondu présent encore une fois pour cet événement. Et je propose à Patricia Valma de prendre la parole et d'ouvrir nos échanges au nom de l'État. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. On se retrouve dans cette étape niçoise du Tour de France de la diversité. Et je vous remercie de cette invitation et je vous remercie aussi d'avoir organisé cet événement, Elisabeth, au nom de LEPC, bien entendu, les services de l'État qui vous ont accompagné et l'ensemble des acteurs pour animer cet événement également, parce que du coup, c'est tous ensemble que nous allons échanger ce soir sur les pratiques des uns et des autres, sur les engagements des différentes entreprises. Et je peux dire que cette charte, elle est belle parce qu'elle voudrait que nous soyons exemplaires dans le recrutement des personnes sans distinction de race, de genre, d'origine. Et on a vu qu'ailleurs dans le monde, nous avons des exemples actuels qui parlent et nous étonnent. Mais aussi ici, on a de multiples entreprises qui ont fait le choix de la diversité et on peut être fier de tout ça et être satisfait que dans les Alpes-Maritimes, les entreprises jouent le jeu de la diversité. Alors moi, je vais juste très rapidement vous passer la parole et terminer par une citation. Comme le disait Paul Valéry, mettons en commun ce que nous avons de meilleur et enrichissons-nous de nos mutuelles différences. Voilà, Elisabeth, ce que je pourrais dire en introduction. Et je suis persuadée que ces échanges seront très utiles et sauront apporter un point merveilleux à cette belle étape du Tour de France de la diversité. Merci en tout cas de m'avoir invité et je serai avec vous pendant tous ces échanges. Et pour aller plus loin également, dans toutes les initiatives que nous avons prises, notamment dans le pacte, pour justement prendre à bras-le-corps toutes les initiatives qui seront prises ici ou ailleurs. Voilà. Merci beaucoup, Madame la sous-préfète. Et effectivement, on tient à souligner l'interaction entre les dispositifs et notamment celui de la charte de la diversité, celui du pacte, donc l'engagement pour les habitants des quartiers, aussi la France une chance,
que plusieurs entreprises autour de notre connexion, notre événement ont signé. C'est des dispositifs qui s'articulent et qui se complètent bien, et donc on remercie vraiment l'ensemble des acteurs et des entreprises engagées, y compris dans cette situation de crise que nous connaissons, et qui maintiennent le cap et qui continuent donc à agir, y compris pour les publics les plus fragiles. On a dans le cadre de notre Tour de France le soutien de l'ANCT et aussi bien sûr de l'État par le biais de Madame la ministre Elisabeth Moreno, ministre en charge de la diversité et de l'égalité hommes-femmes, qui nous a fait l'honneur de participer à l'étape nantaise du Tour de France de la diversité la semaine dernière, et on voulait partager avec vous la prise de parole qu'elle a faite à cette occasion. Lancée en 2004, suite au rapport BBR pour l'Institut Montaigne, la Charte de la diversité rassemble aujourd'hui 4100 entreprises, de la TPE aux très grands groupes. Elle est également soutenue par les principales organisations patronales et consulaires. Elle mobilise aussi des associations et des collectivités territoriales. Et son modèle a essaimé en Europe, puisqu'elle a inspiré la mise en place de 21 chartes de ce type au sein de l'Union européenne. Et si elle n'a pas de valeur contraignante, la Charte de la diversité a toutefois une valeur morale importante. Et c'était rappelé tout à l'heure, les gens veulent travailler ou consommer dans des entreprises qui ont quand même une responsabilité morale. Et comme vous, je crois à la détermination pour combattre le déterminisme. Comme vous, je crois que la diversité n'est pas un fardeau, mais une richesse, qu'elle n'est pas un danger, mais qu'elle peut être un véritable atout. Comme vous, j'ai l'intime conviction que le talent et la compétence transcendent les origines, le genre, la couleur de peau, l'orientation sexuelle, le lieu de résidence ou les croyances. Et comme vous, je crois aux actions simples, concrètes, pragmatiques et efficaces. Des actions comme le Graduate Programme, créé l'été dernier par WeCare, afin de recruter sans CV et se focaliser uniquement sur les compétences. Des actions comme le parcours de formation mis en place par le groupe Actual en partenariat avec Lactalis, à destination de personnes réfugiées afin qu'elles puissent s'insérer sur le marché de l'emploi. Et des actions comme celle menée par l'agence Digital for Better, qui a placé au cœur de sa politique RH le recrutement inclusif et la transparence des grilles de salaire de ses salariés. Vous avez, je pense, l'importance de l'enjeu de la diversité. Parce que la diversité, au-delà d'être un enjeu de justice individuelle et de cohésion sociale, est aussi un enjeu de performance pour les entreprises, et Aziz l'a très bien mentionné tout à l'heure. Et non, la diversité ne nuit pas à l'entreprise, bien au contraire. Comme l'affirmait Claude Bébéar en 2004 dans son rapport pour l'Institut Montaigne, les discriminations sont une aberration sur le plan économique. En effet, en plus de constituer une entorse aux principes républicains, en plus de créer des injustices sociales insupportables, la facture des discriminations est particulièrement lourde. 150 milliards d'euros selon France Stratégie. C'est vous dire le gâchis monumental et combien ces 150 milliards seraient précieux dans ces temps de crise. La charte a été signée par 4100 entreprises et acteurs publics ou associatifs en France, qui représentent 80% de TPE et PME. On a à nos côtés Marc Raiola, l'un des tout premiers signataires dans les Alpes-Maritimes, et c'est vraiment la raison pour laquelle on souhaite reparler avec lui de son engagement. Aujourd'hui, 150 collectivités territoriales et institutions ont également signé la charte, notamment la ville de Nice dès 2008 et la métropole dès 2011. Elle concerne tout secteur d'activité, aussi bien le commerce, le bâtiment, la restauration, la santé, le tertiaire, etc. et l'industrie, bien entendu. On réalise régulièrement des bilans diversité aussi avec l'ensemble des 4000 signataires qui nous permettent de voir sur quel axe les entreprises et les acteurs publics et associatifs agissent, ce sur quoi
il faut encore agir et ça nous permet de construire les thématiques à venir. Pour rappel, au niveau de la charte de la diversité, donc c'est aujourd'hui une démarche nationale, locale, mais aussi européenne. On a aujourd'hui 22 chartes en Europe qui ont été bâties sur le modèle français. Et donc cette dynamique est dans un essaimage très fort. Et l'objectif est d'encourager chacun à agir en fonction de son contexte, de son secteur d'activité. La ligne directrice, c'est vraiment la performance économique. Avant tout, c'est de se dire, si on travaille là-dessus, c'est parce que derrière, c'est rentable. C'est rentable à la fois pour les États et pour les entreprises, puisqu'il s'agit de recruter les meilleurs aux meilleurs postes et de faire évoluer tout le monde. Donc, ce n'est pas seulement recruter les meilleurs profils, mais c'est aussi les faire évoluer dans l'entreprise, quelle que soit leur origine, leur couleur de peau, leur patronyme, leur âge, leur genre, etc. Voilà pour le contexte. On a aujourd'hui l'étape niçoise, le 4 février l'étape marseillaise. On a encore des étapes du côté de Cherbourg et une clôture prévue à Paris le 15 mars. Voilà pour ce qui est du contexte de la charte. On va proposer peut-être à Marc Raiola, à Philippe de Gibon et Laurent Lachkar de parler directement en tant qu'entreprise engagée, entreprise historiquement engagée. Je vais peut-être commencer par Marc. Bien, si vous voulez. Marc, puisque en fait, tu as démarré avant tout le monde sur le sujet, avant même qu'on en parle localement. Vous étiez trois. Il y avait Christophe Bédaillan aussi, je crois, et puis il y avait Do Agrosciences et toi. Comment ça s'est passé et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Alors avec cette lecture sur la crise économique et comment articuler diversité et crise. Alors bonjour à tous. Donc effectivement, comme Elisabeth l'a indiqué, Interima, qui est un groupe azuréen de travail temporaire, de recrutement et de formation, j'ai signé personnellement la charte en 2006. À l'occasion d'un événement où il y avait plusieurs signatures qui se déroulaient sur Saint-Étienne, pour être précis. Donc effectivement, à l'époque, ça correspondait déjà à notre volonté de nous engager dans la diversité. Mon métier m'amène à travailler la diversité au quotidien. Et pour aller directement sur la question de pourquoi s'engager pour la diversité, et encore plus en temps de crise, la réponse, en fait, elle était relativement simple. J'ai travaillé très concrètement sur le sujet de la diversité parce que c'était pour moi une ressource pour entreprendre. C'était une ressource pour faire du business. C'était une ressource pour trouver des compétences. Mon métier aujourd'hui et nos collaborateurs sont là pour recruter les compétences qui sont nécessaires par rapport à nos clients. Et dans un contexte qui est pénurique, même encore aujourd'hui, malheureusement, en période de crise, c'est un peu le paradoxe, on ne pouvait pas passer à côté de profils parce qu'ils n'étaient pas, on va dire, dans le schéma ultra classique qu'on ne saurait d'ailleurs définir, mais que ça soit en termes de sexe, que ça soit en termes d'origine ethnique, que ça soit en termes de pratiques religieuses, en termes de handicap, etc. Et donc, on s'était engagé à l'époque parce qu'on avait déjà pressenti que c'était une tendance lourde. On l'a confirmé d'ailleurs par la charte de la parentalité qui travaille sur un autre aspect de la diversité en 2010. On a continué, je dirais, en s'engageant plus largement sur la RSE depuis 2011, avec l'UPO 06 d'ailleurs, à l'époque, et puis en ayant un certain nombre de labels, jusqu'à arriver, je dirais, à ce qui est peut-être une illustration de notre engagement avec un bureau, une agence dédiée aux travailleurs en situation de handicap qu'on a créée en 2014, qui est pour l'instant toujours aussi la seule agence de travail temporaire dédiée aussi aux travailleurs en situation de handicap. Donc on traite spécifiquement ce public-là. Et encore une fois, c'était dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et on s'est dit on ne peut pas passer à côté de profils intéressants. Et si je prends l'exemple du handicap, parce que par exemple, ils ont un handicap. Ça nous obligeait aussi à l'époque à nous former et à comprendre de quoi on parle quand on parle de handicap ou de diversité plus largement. Un exemple tout bête, hein, on oublie souvent, mais l'un des premiers critères de discrimination, c'est le sexe. Deuxième critère de discrimination, c'est souvent l'âge. C'est les choses où on est tous, je dirais, mais alors absolument tous concernés forcément. Et en temps de crise,
Pourquoi nous, on a continué? On va d'ailleurs se lancer sur l'inclusion puisqu'on est en train de créer, enfin la société est créée, mais on est en attente, je dirais, du retour de notre direct, puisqu'on vient de créer une structure d'intérim d'insertion. Donc là, on élargit encore le spectre de notre intervention, tout simplement parce que c'est aujourd'hui qu'il faut continuer à œuvrer. Tout à l'heure, j'étais à un autre événement organisé par Attica, l'association des techs et des industries de la Côte d'Azur, et le président disait que, ou c'était plutôt le président de l'UMM, qui disait qu'effectivement, on ne peut pas passer à côté dans cette période de crise et, par exemple, soutenir les jeunes. Les jeunes, avec le Covid, sont aujourd'hui visiblement la population qui est la plus affectée, touchée par les difficultés d'emploi. Et aujourd'hui, nous, les premiers intérimaires, on s'est engagés dans un Jeune une solution en recrutant 2 alternants. Ce n'était pas forcément quelque chose qu'on avait vraiment en tête, mais avec aujourd'hui les dispositifs, c'est vrai, attractifs, et puis cet engagement, on s'est dit, on doit se forger les profils dont on aura besoin d'ici 2-3 ans, c'est le principe des alternants, en tout cas à mes yeux. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, plutôt que de se replier sur nous-mêmes, moi, je considère aujourd'hui que agir dans la diversité, c'est aussi un moyen de combattre cette crise, de sortir un peu de ce marasme, et puis de trouver du sens à nos actions, tout simplement. Très concrètement, je reprends cet exemple, un jeune, une solution, qui est une formule que je trouve pas mal trouvée. Nous, ça nous a vraiment incité à dire, bon, mais embauchons 2 alternants, prenons le risque. On a une visibilité qui n'est pas extraordinaire, c'est vrai, comme plein d'autres. Mais on avait, entre guillemets, la capacité pour l'instant de le faire. Et puis avec l'aide de l'État, bon, ça réduit quand même effectivement le risque financier, il faut dire ce qui est. Et donc, on a embauché 2 jeunes en alternance, ceux qui n'étaient pas forcément, encore une fois, à l'ordre du jour. Et aujourd'hui, la diversité, bon, elle est profondément ancrée chez nous parce que effectivement, ça fait longtemps qu'on l'a signée. Et je suis des fois encore surpris que, quelque part, on ait été parmi les premiers à le signer sur le 06 parce que, honnêtement, en 2006, c'est vrai que dans le 06, on n'en parlait pas beaucoup, mais c'était quand même déjà un sujet assez prégnant quand on y réfléchit. Je pense que tout le monde a eu autour de soi une personne qui a été affectée par justement des discriminations, en tout cas dans le monde du travail. Et donc, je regrette qu'il n'y ait pas plus d'entreprises à l'époque qui sont engagées. Bon, depuis, les choses ont quand même bien évolué et aujourd'hui, je suis ravi de voir qu'il y a 4100 entreprises en France, avec d'ailleurs une grande proportion de PME qui montre aussi que les PME peuvent être leaders et moteurs dans ce genre de mutation de la société française. Merci beaucoup, Marc, pour ton intervention. Je vois Philippe acquiescer sur le volet PME. Donc, c'est une très belle transition sur finalement l'importance de l'engagement des PME et de tout ce que vous faites et à quel point finalement ça peut être écouté par les grands groupes. C'est l'expérience que tu as vécue et que tu vis encore, Philippe. Quelle est ta perception, toi? Et pour vous, ça a été une évidence chez Converse? Alors, nous sommes nés avec la diversité. À l'époque, on ne la nommait pas comme ça, mais en 98, avec nos associés, nous avons décidé de se différencier par l'humain et de mettre l'humain au centre des débats. Et très vite, nous sommes passés sur des recrutements très divers. Notamment chez les plus de 50 ans, mais aussi chez les jeunes. Nous avons fait un énorme effort sur les embauches de candidats en situation de handicap et nous avons bâti la stratégie de Converse en 1998, il y a 23 ans, sur cette diversité. Bien nous en a pris parce qu'aujourd'hui, nous avons une reconnaissance nationale de nos grands donneurs d'ordre. Je vous rappelle que, pour ceux qui ne le savent pas, 90% de nos donneurs d'ordre sont des entreprises qui sont dans le classement des 100 plus grosses entreprises françaises, viennent nous chercher pour cet aspect RH très particulier. Bien sûr, ils ne restent pas en tant que clients parce que nous ne faisons que de la diversité, mais par cette diversité, nous arrivons à prouver que nous arrivons à faire de la performance. Et au début, on a parlé de valeurs de Converse, d'ADN, mais très vite, avec mes associés, nous avons forcé le discours
Et on a très vite dit, et ça m'est aussi arrivé de le dire à un président de la République, que la performance économique de l'entreprise passe par la performance sociale et par la diversité. Donc, j'entendais tout à l'heure Madame la sous-préfète qui disait que nos entreprises étaient exemplaires. Je crois que exemplaire, c'est peut-être un petit peu trop. On n'a pas besoin d'être exemplaire pour être bon en matière de diversité. Il suffit simplement d'avoir un petit peu de bon sens. Et dès qu'on commence à travailler sur le fond, on se rend compte qu'en allant chercher les compétences et pas des profils, qu'ils soient grands, petits, gros, maigres, noir, blanc et autres, on va chercher de la compétence et on arrive de cette sorte à trouver la performance. J'ai l'immense honneur de représenter la charte en tant qu'ambassadeur régional, ce qui m'a amené à intervenir dans des colloques, notamment à Vienne, en Autriche, pour parler de la diversité française. Et effectivement, c'est vrai que nous avons un train d'avance encore, ça ne nous arrive pas souvent, mais en la matière, oui, nous sommes référents. Et lors de ce colloque, on a pu échanger avec 16 pays lancés dans la charte de la diversité. La charte de la diversité, pour moi, est un outil de performance, je le redis, et ce n'est pas un gros mot de le dire. Il faut être tout simplement motivé, avoir du bon sens et aller chercher les compétences là où. Merci beaucoup, Philippe. Laurent, au niveau des entreprises de la CCI aujourd'hui, des entreprises de taille intermédiaire et des plus petites, comment est-ce qu'elles vivent ce sujet de la diversité? Est-ce qu'elles arrivent à saisir l'importance justement de la diversification du sourcing, de rechercher partout les compétences pour se dire je prends vraiment le meilleur, notamment dans une période de crise? Ou est-ce que les réflexes sont plutôt à se recentrer sur le business et à se dire ben, j'ai peur de la différence et donc je recrute plutôt des profils que je connais? Comment est-ce que finalement la crise économique on n'est pas influe du sur tout tout sur ça? cette question. Je pense que la crise économique influe, c'est vrai, sur des difficultés d'embauche. On a travaillé souvent donc, avec la Directe, avec les services de l'État. Donc, ce qu'on veut faire, nous, au niveau de nos CFA, c'est justement permettre à des jeunes issus de différents milieux, mais après, et si ce n'est pas que milieu, c'est aussi la diversité. Ça peut être le niveau culturel, le niveau social. Moi, je pense qu'il ne faut pas stigmatiser. Tout est possible et je pense qu'on ne fera pas cette différence. Le tout, c'est de leur donner la possibilité, au travers de nos CFA, de faire justement ce sourcing et de les proposer aux entreprises. On assure vraiment, quand les jeunes passent dans nos CFA, le maximum pour qu'ils puissent justement s'intégrer dans les entreprises, en leur donnant la formation nécessaire sur les métiers qui sont en tension actuellement. Alors on les connaît, pourquoi? Parce qu'à la Chambre de commerce, on regroupe quasiment la majorité des entreprises, donc on est toujours à la veille pour savoir où il va y avoir des métiers, sur quel métier il va y avoir des tensions. Donc on le fait, donc on va aider ces jeunes. On participe aussi à d'autres associations. Je pourrais dire, là, la diversité se fait aussi. Pour l'école, je suis pour la jeune chambre présent à l'école de la deuxième chance. Donc là, c'est aussi une manière, une diversité de public, des jeunes qui ont eu moins de chances d'avoir les bonnes formations, de pouvoir les aider et les intégrer dans les entreprises. Et on le fait aussi, donc tu parlais tout à l'heure, Marc parlait, on en parlait, on est sur les mêmes combats depuis des années avec Marc et Philippe, on travaille à l'UP depuis des années. Donc c'est aussi, vous parliez des seniors, on a fait une action qui était super, qui était Rock and Hold, où on a pu justement faire revenir à l'emploi des personnes plus âgées qui n'étaient pas en phase avec tous les moyens modernes. Voilà. Hier, c'est même amusant, tu me disais, est-ce qu'on va pouvoir arriver à tous communiquer? On n'est pas tous, on est tous différents vis-à-vis des moyens de communication. La preuve en est, on est tous là ce soir et c'est le plaisir de le faire. Mais on a vraiment des gens à la Chambre, dans nos écoles, dans nos CFA, qui vont œuvrer là-dessus pour donner aux jeunes le maximum de chances, quel que soit le milieu culturel, social, pour avancer et servir les entreprises et faire ces forces vives qui seront qui feront que nos entreprises vont progresser, même malgré ces périodes difficiles. À titre d'exemple, pendant le confinement, on n'a jamais cessé de
Les cours se sont faits en présentiel, on a su évoluer, on a donné à tous les moyens, on a prêté des ordinateurs, on les a fait venir pour avoir dans des salles pour qu'ils puissent avoir cette formation, et les entreprises qui ont pu continuer à travailler ont assuré la partie technique et disons pratique de la formation. Voilà ce que je peux dire dans cette période, mais c'est vrai que c'est la diversité, ça ne s'écrit pas, ça se vit. Concernant les CFA, vous avez pu voir un maintien, voire une accélération des mises en place de contrats d'apprentissage, notamment du fait des aides de l'État, parce qu'on a beaucoup parlé du dispositif Un jeune et une solution. Et au niveau national, on a finalement constaté une augmentation des contrats en apprentissage, en alternance de ce fait. Tout à fait. Les services de l'État, je vois ici présent pour le confirmer, on a eu, grâce au dispositif qui favorise l'embauche, nous, en termes de contrats, c'est plus de 60% d'augmentation des contrats qu'on a pu avoir durant l'année 2020. Voilà. Merci beaucoup pour vos témoignages. Effectivement, c'est important du coup de rester soudés, resserrer, expliquer toujours aussi les avantages, les aides lorsque c'est possible, de façon à ce que tout le monde se saisisse des opportunités d'accès à l'emploi et participe aussi aux dispositifs innovants qui peuvent être mis en place sur le territoire. On va avoir en suivant une table ronde dédiée vraiment sur cette thématique de recruter autrement et avec qui travailler, qui solliciter. On va, avant de passer à la table ronde, proposer à de nouvelles entreprises de s'engager pour la diversité en signant la charte de la diversité. Et pour cette petite séquence, encore une fois, je voulais solliciter les propos d'Elisabeth Moreno, qui nous a rappelé l'importance de l'engagement. Donc, encore une fois, je vais tenter de passer un extrait de son allocution lors de sa présence au Tour de France de la diversité, où elle nous rappelle l'importance de l'engagement. Notre responsabilité collective est immense. La diversité de notre France plurielle doit pouvoir se déployer pleinement dans tous les domaines et dans tous les échelons de notre société. C'est la condition sine qua non pour en faire une République unie. C'est une question de justice, mais c'est aussi l'unique voie pour revitaliser notre pacte républicain, aujourd'hui attaqué de toutes parts. Parce que si l'égalité est écornée, la liberté et la fraternité qui font le triptyque républicain deviennent orphelines. Sans elles, elles n'ont plus de sens. Nous sommes donc aujourd'hui à un tournant. Nous vivons un moment de prise de conscience, mais il ne peut y avoir de diversité sans politique de promotion de la diversité. Et c'est l'un des cœurs de ma mission. Et il n'y a pas de politique de promotion de la diversité sans acteurs engagés. Sans vous, sans l'investissement des associations, des entreprises, des collectivités, toutes les politiques publiques que nous pourrions mettre en œuvre seraient vaines. Car nous devons absolument jouer collectif. La promotion de la diversité est un défi qui tire notre société vers le haut. Il repose, selon moi, sur ce que j'appelle ce triptyque gagnant-gagnant, qui réunit à la fois les acteurs publics, les associations et les entreprises. Cet engagement positif nous concerne tous. Cet engagement positif, nous devons le rendre vivant, nous devons le rendre concret. La double crise sanitaire et économique que nous traversons ne doit absolument pas le faire passer au second plan, bien au contraire. Alors pour celles et ceux qui hésiteraient encore à rejoindre la charte de la diversité, je n'ai qu'un seul et unique dernier message. Engagez-vous. Merci beaucoup. Elle a eu des mots très forts en fait sur l'importance de l'engagement et vraiment on vous remercie tous autour des écrans sur votre engagement qu'on connaît vraiment de long terme et on est très heureux d'accueillir dans le mouvement des nouveaux signataires, de nouvelles entreprises, de nouvelles structures qui nous rejoignent. Et on a à nos côtés et autour de nos écrans 2 personnes donc, qui représentent l'une l'EDEC et l'autre le Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur qu'on souhaiterait faire parler si Est-ce que mon partage de contenu fonctionne? Je reprends. Donc, Madame Zuccarelli et Monsieur Crescent du Crédit Agricole Côte d'Azur. Est-ce que vous êtes bien avec nous en ligne? Hop.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Si vous voulez bien, du coup, nous expliquer les raisons de votre engagement et de cette nouvelle signature. Donc, Monsieur Cresson, du coup, j'entends. Alors, on va vous proposer à vous de démarrer. Donc, au nom du Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur, vous êtes nouveau signataire de la charte. Donc, à nos côtés, au niveau donc, des 4100, et puis plus particulièrement dans le département, on est très heureux de vous voir rejoindre le mouvement. Quelles sont les raisons qui vous ont porté à vous engager et quelles sont les actions que vous envisagez de mettre en place? Alors, c'est vrai qu'au Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur, donc ce sont 2600 collaborateurs hein, qui sont investis au quotidien, je dirais, pour l'utilité sur le territoire et tous les acteurs. Et on a un grand plaisir à rejoindre les signataires de la Charte de la diversité, parce que la diversité, ça fait, je pense, aussi partie de notre ADN. Non seulement à travers ce que nous sommes et ce que nous réalisons au quotidien. Alors, j'ai bien apprécié les interventions précédentes, puisque quand on dit ce qu'on réalise au quotidien, je pense que par les temps qui courent, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est aussi de faire plus. Et à titre d'exemple, on parlait des alternants. Nous, on a décidé en 2020 et reporté en 2021, on est passé de 61 alternants à 105 alternants. Puisqu'il nous a semblé important de renforcer en tant qu'acteur du territoire notre effort, puisque ce sont aussi les talents de demain. Et c'est vrai qu'on observe aussi que c'est une génération qui a besoin aussi d'un signal fort des entreprises et des acteurs du territoire. Donc la diversité sous toutes ses formes, je dirais, on tente de la pratiquer au quotidien. Et je pense que nos équipes y réussissent et contribuent. Et également, c'est un chemin au long cours à travers la diversité sous toutes ses formes. C'est-à-dire qu'on a on œuvre beaucoup sur la compétence d'abord, et c'est ce qui nous permet d'œuvrer beaucoup sur l'inclusion. On parle notamment de l'inclusion des collaborateurs et des collaboratrices en situation de handicap. C'est quelque chose qui nous est cher, hein, puisqu'on a un taux d'emploi de collaborateurs en situation de handicap de 7,5. Donc, ce sont aussi des travaux que l'on mène avec les services de la médecine du travail, avec les ergonomes. Donc, pour nous, c'est la compétence qui est au centre de nos attentions. Et on travaille beaucoup sur la symétrie des attentions. C'est-à-dire que je pense que c'est un point qui est important, c'est que pour que les clients finalement soient satisfaits, il faut que les collaborateurs soient satisfaits. Et donc, on travaille sur ces éléments de satisfaction de nos collaborateurs pour qu'ils réalisent leur métier dans un bon environnement. Et c'est pour ça qu'on travaille sur l'ensemble de la diversité sous toutes ses formes. Donc, on a un grand plaisir à rejoindre les acteurs de la charte de diversité et je pense pour une trajectoire long terme tous ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup, vraiment ravie de vous accueillir dans le mouvement et effectivement vous faites déjà beaucoup de choses, donc c'est l'occasion d'amplifier les actions et aussi d'embarquer avec vous les sociétés avec lesquelles vous travaillez et de poursuivre ce rôle d'exemple auprès d'autres acteurs. Madame Zuccarelli, vous êtes avec nous également, donc au nom de l'EDEC, Oui. nouveau signataire ce soir. Si vous pouvez dire quelques mots également sur les raisons de votre engagement, sur les actions que vous menez déjà, parce que vous en faites de nombreuses. Oui. Alors, d'abord, moi, je suis ravie d'être là ce soir avec vous et de rejoindre les signataires de la Charte de la diversité. C'est vrai qu'à l'EDEC, entre nos 8000 étudiants, 500 collaborateurs et 5 campus en France et dans le monde, on a déjà mené depuis pas mal de temps un certain nombre d'actions en termes de diversité, que ce soit des diversités de genre, des diversités d'origine, de nationalité, puisqu'on a un tiers de nos étudiants qui ne sont pas français et qui arrivent dans nos territoires, et en particulier à Nice. Nos collaborateurs aussi, une grande partie d'entre eux ne sont pas français, mais travaillent avec nous en France. Et puis aussi un grand défi pour nos écoles au niveau de la diversité sociale, puisque depuis déjà pas mal d'années, on est engagé dans les programmes d'égalité des chances, de cordée de la réussite. On a un programme de bourse qui s'appelle EDEC for All, qui chaque année met 10 millions
ce programme que l'on prend sur nos fonds propres. Donc une véritable volonté de développer cette diversité et cette inclusion. On travaille aussi sur un autre point qui est que dans une école comme l'EDEC, on forme des futurs managers et leaders et il est essentiel qu'ils soient sensibilisés, formés à la diversité et à l'inclusion. On a lancé il y a 5 ans maintenant une chaire qui s'appelle Open Leadership for Diversity and Inclusion avec des entreprises comme Orange, Dassault Systèmes, pour à la fois développer un certain nombre de recherches sur ces sujets-là, mais également développer des programmes de formation et des cours dans nos programmes. Et puis également, ce qui est très important pour nous, c'est finalement l'engagement associatif de nos étudiants. Et ça, je dois dire qu'on en est très fiers. Quand on regarde les associations étudiantes et ce qu'elles réalisent en termes de diversité, d'abord, chacun d'entre eux a un référent diversité et inclusion maintenant. Et à travers leurs actions, vous avez une association qui monte une comédie musicale. Ils emmènent sur scène avec eux des handicapés mentaux. Vous avez des jeunes qui emmènent des jeunes de banlieues défavorisées en vacances. Vous avez des tas d'initiatives comme ça portées par nos jeunes parce que ça fait partie vraiment aujourd'hui de leurs préoccupations et de leur envie et du sens qu'ils veulent donner à leurs engagements. Donc c'est toute une communauté, pas seulement les collaborateurs, mais aussi les étudiants qui contribuent à ça. Et à ce titre, on est vraiment ravis de signer ce soir cette charte de la diversité et de vous rejoindre tous, parce qu'ensemble, je crois qu'on peut encore aller plus loin. Merci beaucoup, c'est très enthousiasmant effectivement de s'appuyer également, de penser pouvoir et solliciter les jeunes générations sur des projets à venir et on sera ravis d'engager des actions en partenariat. Merci à tous les deux et félicitations pour votre engagement, on sera ravis de communiquer largement sur ces nouvelles signatures. J'invite à présent les intervenants de la deuxième table ronde à activer leur micro et leur caméra. Je vais du coup lancer les photos pour que vous puissiez visualiser nos intervenants. On va avoir autour de notre table, nos écrans, donc Céline Galigné, présidente du CJD Nice et gérante de Shiva, une société de repassage et de ménage. François Delmotte, directeur de la Direct Alpes-Maritimes. Béatrice Bretonnier, représentante de la commission emploi-formation de l'UPE 06, Amina Guénaz, directrice de l'école de la deuxième chance, et puis Olivier Le Saint, directeur de Cap Emploi 06. Si vous pouvez activer vos caméras donc de façon à vous rendre visible. On peut effectivement vous proposer de démarrer au nom de la Direct, Monsieur Delmotte, et puis ensuite proposer aux autres intervenants de compléter par les actions concrètes menées dans chacune des structures. Alors, vous, c'est au titre des aides, notamment de l'État? Tout à fait. Bon, d'abord, merci Madame Fuchs d'avoir organisé cette manifestation à Nice ce soir, et même si ce n'est pas en présentiel, je trouve que c'est particulièrement réconfortant, si vous voulez. Je pense que Madame Valma aurait pu le dire en introduction. Nous attendons en ce moment beaucoup de bonnes nouvelles dans la morosité ambiante, et moi je retiens un peu le mot qui se retrouve dans toutes les réunions que nous sommes amenés à animer en ce moment sur la crise Covid, c'est le retour de la confiance et surtout donnez-nous des bonnes nouvelles. Alors bon, j'ai bien entendu ce qu'a dit Monsieur Lashkar tout à l'heure quand il a dit la diversité ne se décrète pas, elle se vit. Moi, je suis tout à fait d'accord, effectivement, et vous en êtes les exemples les plus probants. Alors, vous m'avez demandé, Mme Fuchs, de parler des aides. Bon, je pense que les aides, les employeurs les connaissent. Et bon, évidemment, je vais les rappeler parce que les aides qui ont été décidées par le gouvernement dans le cadre du plan de relance, principalement, c'est autour du plan qu'on appelle « Un jeune, une solution ». Ces aides sont pour certaines pérennisées. Par exemple, l'aide de 4 000 € pour l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans. Mais il y a aussi d'autres aides qui sont très importantes et je pense que les chefs d'entreprise qui sont intervenus avant moi l'ont rappelé. Toutes les aides qui vont pour l'apprentissage. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'apprentissage, évidemment, on peut aller jusqu'au master et ça va jusqu'à 30 ans, voire au-delà.
Donc, il y a vraiment, si vous voulez, un élan qui a été donné à l'apprentissage. Pour vous donner un chiffre, il y a 4500 apprentis dans le département des Alpes-Maritimes. Le chiffre est resté stable et je pense que M. Lachkar l'a dit, les entrées ont plutôt augmenté et je dis bravo aux chefs d'entreprise parce que évidemment les jeunes sont à la recherche de solutions et par exemple merci aussi aux entreprises qui ont signé la charte de la diversité de faire un effort pour les jeunes qui n'ont pas trouvé de maître d'apprentissage. Donc ça si vous voulez, c'est une action qui est particulièrement importante. La deuxième action importante, je vois M. Le Saint de l'autre côté de la caméra, donc c'est évidemment tout ce qui était décidé en faveur du handicap, avec donc des aides qui sont bien évidemment, comment dirais-je, renforcées pour embaucher donc des travailleurs handicapés. Il faut vraiment se mobiliser. Donc je pense que c'est le directeur du Crédit Agricole qui disait tout à l'heure qu'ils sont à 7,5%, je pense, dans l'entreprise. Bravo, puisque on est sur le seuil de 6% et on a du mal, évidemment, souvent à dépasser ce seuil. Donc, toutes les mesures en faveur de l'embauche de travailleurs handicapés. Et puis aussi, donc, une mesure qui s'applique vraiment, je pense, et vraiment, si les entreprises pour la diversité peuvent nous aider, c'est ce qu'on appelle les emplois francs. Les emplois francs, ça consiste donc à recruter des ressortissants des quartiers politiques de la ville. Et pour ces embauches, donc, les entreprises sont aidées aussi. Alors, je pense que, évidemment, il y a toutes les questions liées à la mobilité, mais aujourd'hui, si on peut compter sur la charte et sur les entreprises qui l'ont signé pour, justement, je pense que ça va de toute façon dans le sens de ce que vous avez toutes et tous annoncé. La diversité, ça ne se décrète pas, ça se vit. Donc, les entreprises, c'est vrai qu'un contrat de travail, c'est la rencontre de deux volontés. La volonté d'un employeur qui peut avoir dans ses critères d'embauche un effort de ce qu'on appelle de responsabilité sociale et solidaire et donc un engagement, par exemple, pour la diversité, je dis bravo. Et puis de l'autre côté, évidemment, des jeunes ou des moins jeunes. Je pense qu'il ne faut pas non plus oublier. Alors, j'ai noté l'opération Old Rock. Enfin, Rock and Old. Oui, c'est très bien. Je ne connaissais pas. Donc, effectivement, il ne faut pas non plus oublier, si vous voulez, les demandeurs d'emploi qui aujourd'hui sont plutôt dans la catégorie senior parce que le plan de relance cible principalement les jeunes et il ne faut quand même pas oublier qu'à 45 ans, on devient un senior. Donc, il ne faut pas oublier non plus, évidemment, les demandeurs d'emploi qui sont dans la catégorie 45 ans, qui peuvent d'ailleurs recouvrir un certain nombre d'aspects de la diversité. Et donc, je pense aussi que ces programmes-là, évidemment, ils sont très importants pour essayer. Bon, évidemment, moi, je suis à la directe avec Mme Velma à la préfecture. Évidemment, notre souci, c'est d'essayer d'atténuer au maximum les effets dévastateurs du chômage. Et donc, on a besoin de tous, on a besoin de toutes les entreprises. On essaye de leur faciliter, évidemment, les démarches. Et donc, ce que je voulais simplement dire, c'est que, bon, j'ai présenté rapidement les mesures, mais évidemment, la directe se tient à votre disposition si vous avez besoin de renseignements pour aller vers l'embauche. Je vois qu'il y a Mme Aïdadi qui est là, donc il y a également l'ensemble des acteurs du service public de l'emploi, les missions locales, Pôle emploi, évidemment. N'hésitez pas, il y a M. Le Saint, évidemment, pour Cap Emploi. Donc, il faut vraiment ne pas hésiter à nous contacter. Et puis, évidemment, vous venez avec l'étiquette de la diversité, donc on fera tout pour vous aider. Voilà le message. Merci, Mme Foucault. Merci beaucoup pour votre intervention, votre témoignage. Si vous voulez bien, Olivier Le Saint, Madame Galigné, Béatrice Bretenier, également, alors attendez, je reprends Amina Guénaz, activez vos caméras de façon à... Elisabeth, je ne sais pas si tu m'entends, c'est Olivier Le Saint, du coup, directeur. Je propose de faire la suite de M. Delmotte parce qu'effectivement, merci pour son témoignage et puis surtout d'avoir cité. Effectivement, je parle par la diversité. Je pense aussi qu'il faut entendre diversité au niveau on a parlé du service public de l'emploi, mais effectivement, souligner qu'on a la chance dans le 06 d'avoir un partenariat très fort. C'est vrai que je me permets de le citer parce que c'est vrai, avec l'État, avec le service de l'État, mais bien entendu aussi avec Pôle emploi, les missions locales et les plis. C'est vrai que ça représente aussi
aussi une diversité en termes de sourcing. On parle du recruté par rapport à la diversité. Donc, effectivement, on a des opérateurs qui peuvent vous accompagner au regard de vos besoins en recrutement par rapport à des publics différents, effectivement, en termes d'âge, en termes de diplôme, effectivement aussi en termes des aides. Comme disait M. Delmotte, il faut rajouter aussi, on a la chance d'avoir encore une enveloppe de contrats aidés. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut être aussi un biais intéressant pour recruter, qui concerne effectivement des publics qui sont éligibles en fonction du contrat aidé, qui s'appelle des PEC, des parcours emploi compétences. Donc, c'est vrai que je pense que la notion de recruter différemment est importante parce qu'effectivement, aujourd'hui, ce qu'il faut se poser la question, c'est quelle est la ressource dont a besoin l'entreprise par rapport à un métier, par rapport à une fiche de fonction, et le fait d'avoir un partenariat fort entre l'ensemble des opérateurs. L'action a été citée Rock'n'Doll, mais je peux citer aussi plein d'autres actions. Il y a l'UPE, Béatrice Bretonnier en parlera tout à l'heure, les plis, mais c'est vrai que chaque année, il y a un nombre d'actions importantes qui sont coordonnées soit par l'État, soit par les opérateurs que peuvent être Pôle emploi, les plis, missions locales ou même Cap emploi. Et du coup, ça permet d'apporter un sourcing qualitatif par rapport aux besoins des recrutements des entreprises. Donc, c'est vrai qu'après, pour la partie handicap dont je dirige le Cap emploi sur le 06, on a la chance, c'est vrai, d'avoir une équipe experte sur le handicap. C'est à peu près une équipe d'une trentaine de personnes sur le 06. Et chaque année, on accompagne à peu près 3000 personnes qui sont en situation de handicap et qui travaillent un projet professionnel avec mes équipes, et à partir de là, on a la possibilité donc de les proposer à des entreprises. Je vois que ce soir sont présents, effectivement, on a parlé de la Caisse d'épargne, on a parlé du Crédit Agricole, je vois qu'il y avait Amadeus, etc. Donc, ce sont des partenaires au quotidien. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher des opérateurs, ce qu'on appelle du service public de l'emploi, pour recruter différemment. C'est vrai que sur le 06, on a énormément de personnes à vous proposer. Comme l'a dit M. Delmotte, il y a des mesures spécifiques au plan de relance qui ont été prolongées essentiellement jusqu'au mois de juin. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On aura la capacité de vous proposer un sourcing très diversifié. Merci. C'est important effectivement de rappeler que quand il y a un besoin de recrutement, on a toujours une solution et plusieurs acteurs potentiellement sollicitables avec des dispositifs d'aide et des personnes extrêmement réactives qui pourront mettre de façon parfois très ciselée et en dentelle le bon contrat qui va bien pour la bonne personne. Voilà, et ce qui est important, juste pour finaliser, c'est vrai que quel que soit l'opérateur que vous allez solliciter, la mission locale, le PLI, le Pôle emploi, etc., il y a toujours une interaction avec les autres opérateurs, et du coup, il y a une coordination, et c'est vrai qu'on sera en capacité de proposer, comme je dis, la bonne compétence, et en intégrant effectivement cette notion de diversité. Ça peut être un senior, ça peut être un jeune, ça peut être une personne en situation de handicap, mais ce qu'il faut se poser la question, c'est quel est votre besoin en termes de compétences, et à partir de là, on sera capable de vous proposer la bonne personne au bon métier avec les aides qui vont bien. Merci beaucoup, Olivier. Béatrice, merci. Au niveau de l'UPE 06, vous êtes très, très actif aussi dans le cadre de la commission emploi-formation sur la sensibilisation des entreprises sur l'ensemble des aides, la mise en place aussi de dispositifs très innovants pour l'accès à l'emploi, puis encourager des profils plus diversifiés. Est-ce que tu peux également activer ta caméra, nous expliquer Elle est activée. Ah, bah, génial. D'accord, parce que je la vois pas, on ne voit pas forcément tout le monde. Merci. Et si tu peux nous expliquer un peu voilà, les opérations menées et parfois les questionnements que peuvent avoir les entreprises aussi. Ouais. Alors moi, ce qui m'a ravie depuis le début, c'est que j'entends beaucoup le mot collectif ou le mot ensemble, etc. Et je trouve qu'il est particulièrement, alors je dis particulièrement, en fait, je ne connais pas vraiment, puisque je suis dans ce département maintenant depuis 30 ans, donc finalement, je n'ai pas travaillé dans d'autres départements. Peut-être que c'est la même chose partout ailleurs. En tout cas, dans les Alpes-Maritimes, moi, ce que je remarque, c'est que l'UPE, moi, et je suis à la commission emploi-formation depuis quasiment sa création, donc ça fait faire plus de 20 ans, hein, elle est animée, elle est dirigée, elle a été créée par Luigi Poma, qu'un grand nombre d'entre vous connaissent évidemment. Et en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que, exactement comme le disait Olivier, c'est une sorte de croisée.
en fait. Et je me rends compte que moi, je me retrouve dans des moments de travail, des réunions, des groupes de travail, où je retrouve finalement un certain nombre de personnes qui sont alors à la fois sur mon écran, sur mes petits carrés là, et puis qui sont aussi dans tous les autres qu'on ne voit pas sur la caméra, mais dont on voit les noms. Et ça, c'est très intéressant. Et vraiment, je voulais insister sur ce que disait Olivier là juste avant, sur le fait qu'il y a un intertissage extrêmement fort. Donc peut-être aussi une notion de métissage, alors qui est peut-être pas si loin que ça, hein, du coup, de la diversité, mais une vraie notion d'intertissage entre plein d'acteurs, que ce soit en effet des entreprises. L'UPE, c'est l'ensemble des entreprises finalement, mais l'UPE travaille avec des associations professionnelles. Bon, il y a le CJD qui parlera, mais la NDRH par exemple, donc les DRH, et moi je fais aussi partie de la NDRH, et tout à l'heure il y aura sa présidente Anne Cagnard qui interviendra, et aussi évidemment les plis, les missions locales avec lesquelles on a mené beaucoup, l'UPE a mené beaucoup d'actions avec. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à répondre finalement à ta question, parce que je me disais, en entendant ça, je trouve que c'est ça qui est très intéressant. C'est en effet le fait que finalement, on se rend compte aujourd'hui qu'il n'y a pas... c'est ce que disait Marc au début, finalement, on ne fait pas de la diversité pour faire de la diversité. Je sais pas. En fait c'est la prose. Hein, donc, du coup, on en fait. Alors, on sait qu'on le fait parce que ça fait longtemps qu'on travaille sur ces sujets. Mais finalement, ça se fait de manière hyper naturelle et avec beaucoup d'échanges. Et quand on a des questionnements, eh ben, on sait finalement qui interpeller. Quand on monte, je pense à une opération qui a mobilisé beaucoup finalement des acteurs de la diversité qui sont là ce soir. Quand on monte par exemple une opération tous les ans pendant 5 ans, et on la remontera cette année, on est en train de la réfléchir en virtuel, donc ça ne simplifie pas les choses, mais quand on monte des opérations par exemple comme celle qu'on a montée qui s'est appelée 1 heure un DRH, qui s'appellera toujours en 2021, c'est notre souhait, en fait ça veut dire qu'on va mobiliser par nos réseaux, donc par exemple par l'UPE et par la NDRH, on va mobiliser par ces deux réseaux-là des entreprises qui vont pouvoir voir des gens qui sont en recherche d'emploi, et donc qui par définition sont divers, donc ils font tous partie d'une manière ou d'une autre de la diversité. Hein. Et puis à ce moment-là, pour avoir des candidats qui vont être reçus par les entreprises, eh ben, on va mobiliser à ce moment-là, donc côté UPE, ben, on va mobiliser à ce moment-là les missions locales, on va mobiliser les plis, on va mobiliser Cap Emploi, et on va leur dire, ben, ok, on est là, voilà, on est un certain nombre de DRH ou un certain nombre d'acteurs RH, on est présent et on est prêt à recevoir des candidats, envoyez-nous des gens. Et donc Pôle emploi, et la PEC, et la VARAP, et enfin, bref, tout finalement, tous ces collectifs qui se réunissent, moi, ça me ravit, en fait. Alors, je suis crevée, hein, parce que j'ai passé 2 jours là, hyper à fond, donc je suis un peu fatiguée. Je pense que je suis un peu au fond, puis après, je vais m'effondrer dès que j'aurai terminé. Mais du coup, je suis ravie parce que je vois qu'il y a une vraie vitalité, des choses qui continuent sur le long terme. Il n'y a pas seulement des actions one-shot. Je trouve qu'il y a une vraie notion d'ensemble. Ensemble, des trucs d'ensemble, on est plus fort, bah, c'est sûr, et on met en place des actions, elles sont concrètes, elles sont pragmatiques. Je me souviens par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, du recrutement dans le noir qu'on avait mis en place et qui était très innovant sur le handicap visuel. Et le recrutement, donc, complètement dans le noir. Vous aviez certainement suivi pour un certain nombre cette opération. Donc, moi, je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant. Et c'est qu'on ne se sente pas enfermé dans des espèces de cases, hein, finalement. Quand on discute avec Olivier Le Saint, on ne va pas seulement discuter de diversité liée au handicap. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que du coup, on va pouvoir travailler ensemble sur plein de sujets. Et c'est comme ça que ça avance. Voilà. Et je ne sais pas trop quoi dire d'autre, parce qu'en fait, c'est ça que j'avais envie de dire. Donc voilà, point. Non, mais c'est intéressant parce que finalement, on est déjà au-delà. C'est-à-dire que ces histoires de critères de discrimination sont déjà passées et on est au point suivant qui est de dire j'ai besoin d'une compétence, cherche-moi, trouve-moi un candidat. Et en se connaissant, effectivement, on a le réflexe facilement de solliciter les uns et les autres. On souhaitait aussi valoriser ce soir à la fois l'engagement du CJD,
qui est un engagement de long cours. Vraiment, le CJD fait partie des partenaires de première heure autour de la charte de la diversité, avec notamment à l'époque Françoise Coquel, qui faisait partie vraiment des pilotes. Alors, je ne sais pas si Mme Galinier est bien en ligne avec caméra activée. Et puis également Amina Guénas pour l'école de la deuxième chance. Elisabeth? Oui? Et Marc Ariola, juste pour me permettre, la signature de la charte de la diversité en 2006, c'était dans le cadre d'un congrès national du CJD à Saint-Étienne. Ah bah voilà. Je referme la parenthèse. Voilà. Merci, il n'y a pas de surprise. Merci. Est-ce que Mme Galinier, pour le CJD, est avec nous? Est-ce qu'elle est avec nous? Je sais que le CJD, il a toute l'année et tout le temps et depuis 16 ans. Mais est-ce que Mme Galinier est avec nous? Sinon, on va peut-être proposer à Mme Guénaz, Amina, de poursuivre. Bonsoir, merci Elisabeth. Alors, l'école de la deuxième chance de Nice. Donc, je vous fais une présentation, mais je pense que vous la connaissez tous puisque je vous reconnais un petit peu tous, puisque vous travaillez réellement avec nous depuis la création de l'école de la deuxième chance de Nice. Donc, l'école de la deuxième chance de Nice a ouvert ses portes le 28 octobre 2019. On accueille des jeunes de 16 à 25 ans. Sans diplôme ni qualification, très éloignés de l'emploi, voilà, où on les forme à acquérir via l'approche par compétences, les compétences nécessaires pour une insertion d'abord sociale et citoyenne vers une validation de projet pour une insertion professionnelle. Au niveau de l'école de la deuxième chance, donc on a accueilli 58 jeunes en 2019, 105 en 2020 et 115 pour 2021. Sur 2020, malgré le Covid, on a atteint des objectifs grâce à vous et avec votre aide de 60% de sorties positives. Les sorties positives au niveau de l'école de la deuxième chance, ce sont des insertions en CDI, en CDD ou en formation qualifiante ou alternante. On travaille avec les entreprises, on a besoin de vous pour pouvoir mener à bien les actions de formation dans l'école, puisqu'on travaille sur un système d'alternance. Donc le jeune part en stage d'immersion déjà dans un premier temps pour comprendre ce qu'est une entreprise, ce qu'est le règlement intérieur d'une entreprise, ce qu'est le savoir-être en entreprise. Et ensuite, il y retourne pour valider son projet professionnel. Et puis, si il valide le projet professionnel, il y retourne pour valider l'entreprise dans laquelle il veut s'insérer vers un emploi ou une formation. Les parcours au niveau de l'école de la deuxième chance sont individualisés. Donc, vous avez un référent, un formateur pour 15 jeunes sur une formation très poussée sur du 35 heures semaine. Donc une individualisation de parcours par rapport aux compétences qu'a déjà le jeune à son entrée à l'école de la deuxième chance. On va l'emmener vers les compétences dont il a besoin pour son insertion professionnelle et aussi son insertion sociale, donc savoir gérer son budget puisqu'ils sont reconnus stagiaires de la formation professionnelle et sont donc rémunérés par la région. Donc, on leur apprend voilà, de savoir gérer leur vie, leur budget et ensuite d'avoir les compétences nécessaires. On fait valider avec l'aide de l'entreprise les compétences dont il a besoin pour intégrer ensuite son projet professionnel. Merci beaucoup pour votre témoignage. On sait que de nombreuses entreprises avec lesquelles nous travaillons sont partenaires de l'école de la deuxième chance. En tout cas, on en a beaucoup qui nous ont demandé vos coordonnées tout au long de ces derniers mois. Et donc, c'est très intéressant de voir ce partenariat se tisser sur les territoires pour les jeunes. Et vraiment, on est heureux de vous compter parmi les acteurs du territoire pour la diversification du recrutement. Est-ce que Madame Galinier du CJD nous a rejoint? Parfait. Alors, si vous voulez bien poursuivre. On vous entend bien. Si vous pouvez activer la caméra, je ne vous vois pas encore. Oui, ma caméra est activée. Ah, c'est de mon côté que ça n'a... Très bien, merci. C'est bon? Oui, je vous vois. Ok.
Merci Amina. Déjà, c'est vrai que le CJD est partenaire de l'école de la deuxième chance déjà depuis sa création. Donc c'est vrai que voilà, on a eu l'occasion de travailler un petit peu ensemble, mais bon, l'épisode de Covid nous a un petit peu freinés. Mais c'est vrai que le partenariat est vraiment en cours avec l'école de la deuxième chance. Donc le CJD est vraiment ravi de travailler avec vous. Voilà, là-dessus. Voilà. Donc le CJD, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Centre des jeunes dirigeants. C'est un mouvement qui a été créé il y a plus de 80 ans. Qui représente 5000 entrepreneurs en France, qui représente sur Nice plus de 70 entrepreneurs sur le bassin niçois. Donc Marc en a fait partie et a été un acteur très important du CJD pendant plusieurs années. Donc voilà, merci en tout cas Marc pour l'intervention de tout à l'heure, effectivement. Voilà. CJD un jour, CJD toujours. Toujours. Donc c'est vrai que voilà, le CJD, c'est vraiment un mouvement pour pouvoir faire grandir nos entreprises, pour pouvoir bâtir des entreprises qui sont durables, qui sont responsables. C'est vrai que nous, en tant qu'entrepreneurs, on est vraiment là pour inspirer les autres entrepreneurs et pour tirer vers le haut l'ensemble des entreprises. Donc c'est vrai que la discrimination, c'est vraiment important dans nos entreprises. Ça permet, voilà, en fait, comme disait Marc tout à l'heure, et puis je l'ai entendu aussi sur d'autres personnes, on recrute avant tout une compétence. Et pas un profil. Donc ça, c'est vraiment important. On organise pas mal de conférences pour sensibiliser les entrepreneurs par rapport à la diversité. Notamment, on a organisé nos conférences là, il y a 2-3 mois. Marc y a participé sur le handicap en entreprise. Donc voilà, afin de pouvoir sensibiliser les entrepreneurs concernant le handicap. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. On est partenaire de l'APF, France Handicap, également. On travaille également avec ces organisations-là. Donc c'est vrai que voilà, on a aussi pas mal parlé des jeunes. C'est vrai que le CJD est aussi beaucoup impliqué au niveau des jeunes. On travaille avec la jeunesse. On organise tous les ans une journée pour la jeunesse. Donc le but étant de sensibiliser les jeunes au métier de chef d'entreprise. C'est aussi démystifier ce métier. Un chef d'entreprise, c'est pas forcément un méchant patron du CAC 40. C'est aussi des patrons de TPE, de PME qui sont des humains et qui sont aussi là pour aider les jeunes. Donc on essaye beaucoup de sensibiliser les jeunes par rapport à ce métier de chef d'entreprise, à les pousser aussi vers ça. On travaille aussi avec l'EDEC. Voilà. C'est vrai que c'est important pour nous par rapport à cette jeunesse de démystifier ce métier de patron. Et on intervient dans les écoles aussi, dans les universités. On a parlé aussi pas mal tout à l'heure des contrats aidés sur les jeunes, sur les contrats des apprentis. Faut savoir que au CJD, on a embauché depuis le début de l'année plus de 1500 jeunes en contrat d'apprentissage. Donc voilà, on est vraiment impliqué sur l'apprentissage des jeunes. C'est important pour nous de pouvoir faire en sorte que ces jeunes mettent un pied dans l'entreprise et puissent évoluer et puissent grandir dans nos entreprises. Ça nous apporte énormément de diversité dans nos entreprises. Voilà. Alors après, c'est vrai que je peux vous parler aussi à titre un peu plus personnel. Je suis gérante d'une entreprise de services à domicile. La diversité, c'est mon quotidien. Voilà, enfin, c'est
c'est plus de 20 nationalités de personnes qui travaillent avec nous sur 150 personnes. C'est vrai que voilà, recruter une compétence, c'est vraiment primordial. Chez Shiva, c'est vraiment, enfin, on recrute avant tout une employée de maison, on ne recrute pas une personne de telle nationalité. Voilà, enfin, c'est vraiment, ça nous tient vraiment à cœur. Quand on fait un recrutement, on recrute une compétence. Voilà, voilà. Merci. Merci beaucoup pour vos témoignages à tous les 5. Merci, et vous avez tous rappelé l'importance des compétences au-delà des profils ou des types de stéréotypes ou de critères qu'on pourrait avoir sur telle ou telle personne. Vous êtes tous convaincus. La question après, c'est de convaincre les autres, et notamment lorsque les dirigeants ou les RH font entrer la diversité dans les entreprises. Comment les managers vivent tout ça? Comment les collaborateurs vivent tout ça? Je me souviens d'une personne un jour qui me disait « Ah, le RH chez nous fait rentrer beaucoup de personnes en situation de handicap, alors on ne comprend pas. Et puis après, nous, on ne les veut pas dans notre équipe, on les veut ailleurs. » Alors le sujet, c'est comment accompagner le corps social, le collectif de l'entreprise. Et j'appelle avec nous Anne Cagnard, à la NDRH, présidente de la NDRH Côte d'Azur, Madame Bénédicte Solané, qui est membre du directoire de la Caisse d'épargne Côte d'Azur, et puis Bernard Alfandari, patron de Resistex. Anne est également accompagnée par une alternante, Christiana, qui, si vous voulez bien vous mettre en évidence, activer vos caméras dès à présent. Donc Christiana Ralimasson, qui est alternante chez Converse, pour parler de l'implication du collectif dans la diversité, une fois que la diversité est entrée. Comment faire évoluer tout le monde dans l'entreprise, comment sensibiliser les managers, et comment on mesure, comment on valorise tout ça. Alors Anne. Alors oui, ouais. Vous m'entendez? Bon. On t'entend bien. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc oui, alors Anne Cagnard, présidente de la NDRH depuis 2020, avec une année bien occupée, associée fondatrice de la société Converse, et donc je suis DRH. Et aujourd'hui, je ne vais pas redire sur la commission. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de pouvoir aussi présenter la NDRH peut-être à l'ensemble des DRH et RRH sur le territoire, pour rappeler quand même que l'essentiel, c'est de pouvoir partager, de pouvoir échanger, de pouvoir participer aussi, de mieux faire connaître tous les acteurs qui pourront justement permettre de mieux recruter en mettant en place vraiment sur une politique d'inclusion et de diversité. C'est vraiment l'objectif premier. Aujourd'hui, on a bien sûr pu s'adapter aussi au sein de la NDRH avec l'ensemble du bureau. Donc, je fais une petite parenthèse en précisant que Béatrice Bretonnier est la coprésidente de la NDRH. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que souvent, on a des DRH et des RH qui souhaitent mettre en place, bien sûr, beaucoup de choses autour de la diversité, au niveau de l'inclusion. Et le plus important, je pense, en termes de... pour une DRH, c'est, comme tu dis, Elisabeth, c'est de pouvoir aussi communiquer sur les valeurs de l'entreprise auprès de ses managers pour qu'ils puissent être des véritables relais. Je pense qu'aujourd'hui, les managers sont aussi liés sur des performances, sur des objectifs qu'on leur fixe pour que les entreprises, bien sûr, puissent atteindre des objectifs financiers, mais aussi ils sont soucieux du bien-être de leurs salariés, de leurs équipes. Et là, on est sur comment aussi les engager, toutes et tous, sur des valeurs, sur les objectifs au-delà des performances économiques, de pouvoir se dire, voilà, comment je vais pouvoir accompagner mes équipes d'origine diverses et variées sur des situations pas toujours simples. On parle souvent de recrutement, mais je pense aussi qu'il faut le maintien à l'emploi, c'est quelque chose qui est hyper important. Les compétences, on voit, évoluent de plus en plus. On a des formations initiales, il faut aussi penser à la formation continue. Enfin, voilà,
on a sur nos épaules, moi j'ai presque plus de voix aussi, hein, on est voilà, souvent en train de remonter le moral des troupes. Et mon objectif, c'est voilà, de se dire de mettre en place des petites actions simples et puis de ne pas pouvoir s'engager sur des grosses choses et de pouvoir communiquer simplement avec ces équipes sur les difficultés peut-être de l'inclusion, se dire voilà comment on peut mixer et diversifier tout ça pour qu'on puisse aller sur le même objectif global et se dire ben voilà, ça va pas être toujours simple, c'est pas toujours évident, mais si on engage l'ensemble de la population de chaque entreprise, et ça peut être aussi voilà, penser à des relais. Donc on a une petite action qui va être aussi lancée en partenariat avec la PEC au mois de février, notamment, on parle beaucoup de jeunes, alors c'est vrai que, une petite parenthèse, Converse a toujours été plutôt assimilé avec personnes seniors, mais encore une fois, hein, je pense qu'il ne faut pas non plus rentrer voilà, sur uniquement les jeunes, c'est se dire voilà, les seniors ont besoin peut-être de jeunes pour pouvoir mieux être, pour être à l'aise avec les outils digitaux, notamment on parle d'ère numérique, et c'est aussi se dire voilà les jeunes managers, comment manager une personne dite senior ou les personnes toutes jeunes qui vont sortir, et là je vais laisser aussi plutôt témoigner bien sûr notre alternante qui va pouvoir mettre en avant justement ce qui peut être fait en termes de communication. Encore une fois, si l'entreprise et les RH et RH peuvent co-construire véritablement sur des valeurs, sur pouvoir dire qu'est-ce qu'on va mettre en place tous ensemble pour pouvoir mener à bien l'entreprise. Encore une fois, notre objectif, bien sûr, c'est d'ouvrir le réseau pour qu'on puisse mieux se connaître les uns et les autres, d'avoir vraiment un ancrage sur le territoire et de dire vous n'êtes pas toute seule, vous n'êtes pas tout seul, vous pouvez voilà, nous solliciter au sein de la NDRH, on mène des actions, on fait intervenir justement des intervenants, des consultants qui accompagnent pas mal d'entreprises. Encore une fois, on n'a pas toujours toutes les solutions. Je dis toujours, il ne faut pas non plus culpabiliser si vous n'avez pas encore fait quoi que ce soit. On peut voilà, mettre un pas à pas. On peut organiser des concours aussi au sein de l'entreprise sur des situations de personnes en handicap pour pouvoir justement sensibiliser l'ensemble du personnel sur telle situation, aller faire témoigner. Alors moi, je sais que je demande aussi aux managers d'aller aussi témoigner à l'extérieur, de pouvoir aussi être confrontés à ce qui se passe en dehors de l'entreprise et pour pouvoir justement mieux véhiculer ces valeurs. Encore une fois, c'est la diversité. Je pense que demain, on peut se retrouver aussi dans des situations. Moi, voilà, j'ai 47 ans, hein, je commence aussi à passer côté senior, mais on est voilà, dans des ruptures des fois de société. Je pense encore plus aujourd'hui avec les situations, la crise sanitaire. On doit bien sûr penser à toutes les populations, mais se réunir voilà, pour faire force et pour pouvoir continuer à avancer. Et encore une fois, moi, je pense que je suis toujours orientée solution et plutôt à pas regarder qu'est-ce qui empêche de faire telle ou telle chose. Et puis, on parle beaucoup de compétences. Et moi, je pense qu'on revient sur des fondamentaux qui être aussi sur du savoir-être, tout simplement, des règles de courtoisie, de rappeler tout simplement aussi comment dire bonjour, comment se sourire hein, les uns et les autres, pour qu'on puisse être mieux au quotidien dans notre rôle hein, et nos responsabilités. Maintenant, on est souvent, nous, les DRH et RH, contraints, bien sûr, sur des réglementations, sur de la loi. Je rappelle quand même que, voilà, sur la matière de diversité et de non-discrimination, il y a des obligations légales et il faut aller au-delà. Je pense qu'il faut se donner envie de faire avancer les choses et de les faire simplement et naturellement. Merci beaucoup Anne pour ton témoignage au nom de la NDRH Côte d'Azur et puis aussi en tant qu'associée de Converse parce que c'est aussi cette expérience-là que tu illustres. Alors vous avez au sein de l'entreprise donc une alternance, Christiana Ralimasson, qui a accepté de témoigner un petit peu de son parcours d'alternante. Elle est accompagnée par Louis Bartoli. Alors
Christiana, si vous pouvez activer votre caméra, nous expliquer un petit peu votre parcours, voilà, comment s'est passée votre entrée chez Converse et puis ce que le tutorat vous apporte. Est-ce que la diversité telle qu'exprimée par les dirigeants de l'entreprise est vraiment ressentie pour vous en tant qu'alternante? C'est vraiment quelque chose que vous vivez? Oui, tout à fait. Alors moi, je viens de Madagascar, donc j'ai eu mon baccalauréat ES à Madagascar. Je suis venue en France donc justement pour mes études. Donc j'ai commencé par un BTS Management des unités commerciales en alternance que j'ai fait dans le prêt-à-porter à Nice. Donc aujourd'hui, je suis donc dans un bachelor manager opérationnel en marketing à l'ISCAE et je suis donc en alternance chez Converse. J'ai été recrutée donc par le biais de mon école qui a un partenariat donc avec l'entreprise. Pendant le premier confinement, donc j'ai eu la chance de pouvoir expérimenter l'entretien par visioconférence. Et donc, depuis septembre 2020, je suis en alternance en tant que téléconseillère. L'intégration s'est très bien passée. On a visité les locaux, on nous a présenté les collaborateurs. On a eu une formation également sur le métier de téléconseiller, donc ce qui nous a permis tout simplement de mieux appréhender le métier et puis de se lancer plus sereinement. Et donc, mon alternance se passe très bien. Il y a un management bienveillant, comme a pu le souligner Anne Cagnard, et donc des formations régulières, pardon, et surtout une bonne ambiance sur le plateau. Donc, c'est très enrichissant parce qu'il y a des profils très différents. Et surtout, il y a des challenges régulièrement. Donc, moi, en tant qu'alternante, mon tuteur, il me donne l'opportunité de vraiment d'être force de proposition, de mettre en pratique tout ce qu'on a appris en théorie en classe. Et d'ailleurs, un tuteur très investi, puisqu'il est vraiment investi donc, dans notre réussite scolaire, mais aussi professionnellement, il nous accompagne tout au long de nos journées, finalement. Et aussi, pour notre mémoire d'entreprise, on a un soutien donc, de toute l'équipe Converse, que ce soit de l'administration ou sur le plateau. Et donc, bien évidemment, Louis sera présent le jour de notre soutenance à chacun. Merci beaucoup, Christiana, pour votre témoignage et pour le temps que vous nous consacrez pour parler de votre vécu dans l'entreprise. On va proposer à Bénédicte Solanet de nous parler de comment la Caisse d'épargne impulse ces dynamiques de diversité au sein du collectif de managers et puis plus largement des collaborateurs. On proposera également à Bernard Alfandari de compléter avant de parler de nos lauréats des prix de la diversité. Bénédicte, si vous êtes bien en ligne, est-ce que vous pouvez activer la caméra? Elle est activée, je suis là. Bonsoir Elisabeth, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de participer à cet événement en ligne ce soir autour de la diversité. En ce qui nous concerne, la Caisse d'épargne Côte d'Azur, nous avons signé la charte en 2008. Donc, ça fait un moment déjà et c'était la première chose que je souhaitais partager. L'engagement et la valorisation auprès des managers et des collaborateurs des actions, elle se fait dans la durée. Elle se fait sur les thématiques de la mixité homme-femme, du handicap et de l'ouverture à tous les profils en matière de recrutement et d'inclusion. Et la question que vous nous avez posée particulièrement, elle avait trait à la mobilisation des managers et des collaborateurs. Alors c'est vrai que les premiers stades, ce sont des stades où on sensibilise. On a fait sur les sujets que je viens de citer des événements internes à l'entreprise ou construits avec des partenaires externes, que ce soit sur la mixité, sur le handicap. L'étape suivante, c'est l'étape où vous mobilisez et vous faites participer des collaborateurs à certaines actions emblématiques. Je vais vous en citer quelques-uns. On a par exemple, pour les stages de troisième, on a mobilisé des collaborateurs de l'entreprise. Alors, on a recruté des stagiaires, effectivement, et puis ensuite a été mis en place avec 15 collaborateurs, dont des alternants, des présentations des métiers de la banque auprès de ces potentiels stagiaires. Et donc, on a aujourd'hui à la fois des stagiaires dans l'entreprise, mais une quinzaine de collaborateurs qui présentent les métiers de la banque. Et donc, ça valorise les actions qu'on porte et ça fait participer des collaborateurs à ces actions-là. Je vais vous en citer une autre également sur ce qui est de la non-discrimination dans le recrutement. On a bien sûr formé toutes les équipes de la DRH et il y en a un certain nombre qui sont présentes ce soir à l'événement et je les salue. Bonsoir mesdames, puisque j'ai vu
j'ai vu d'autres personnes que je vais citer tout à l'heure également. On les a formés et également ont été formés des managers qui participent aux actions de recrutement sur qu'est-ce que c'est qu'un recrutement sans discrimination. Et donc là, de la même façon, vous avez des managers qui ont bénéficié de cette formation et qui, participant à des recrutements, vont avoir été sensibilisés à la non-discrimination. Sur la partie handicap, je vais vous citer un exemple également. On a fait l'an dernier, au cours de la semaine sur le handicap, une action de formation sous forme de quiz avec un côté ludique auquel ont participé plus de 700 collaborateurs de l'entreprise. Donc là, on a à la fois une sensibilisation, mais une formation et une participation active de collaborateurs à cette action. On utilise aussi beaucoup le témoignage interne. On l'a fait sur des collaborateurs en situation de handicap. Alors, je vais saluer les correspondants qui sont avec nous ce soir. C'est Sylvie Rançon qui est actuellement, enfin toujours à date, correspondante handicap, même s'il est en train de transférer ses fonctions. Et puis Élodie Fournier qui fait beaucoup pour la diversité et qui est notre responsable, notre référente en matière de mixité. Merci à elle. J'ai vu que Dominique Vray était là, ainsi que Julie Aublé. Donc, vous avez un certain nombre d'acteurs engagés autour de ces actions-là à la Caisse d'épargne Côte d'Azur. Et je suis ravie de partager à la fois les résultats concrets, puisqu'on a des indicateurs comme sur toute la place, comme la mixité également, où on a un indicateur mixité de 94 sur 100, sur le handicap également. Mais ce que je voulais valoriser dans le choix des actions, c'est la participation des collaborateurs et des managers sur des actions concrètes, au-delà des acteurs stricto sensu de la DRH, qui sont bien sûr les premiers à impulser ces actions-là. Voilà ce que je voulais, merci. le témoignage que je voulais faire ce soir. Merci Elisabeth pour votre avis. Merci beaucoup Bénédicte pour votre témoignage, donc pour les actions engagées par la Caisse d'épargne Côte d'Azur et notamment la façon dont c'est impulsé auprès de l'ensemble des collaborateurs avec beaucoup d'actions de sensibilisation et voilà, d'implication de l'équipe dirigeante. Bernard, si tu es avec nous, Bernard Alfandari pour Resistex, si tu peux compléter les propos de Bénédicte, d'Anne Cagnard également, de Christiana, et par rapport à ce que tu vis toi chez Resistex, également dans un environnement assez bousculé hein, qu'on connaît par la crise sanitaire où c'est difficile d'anticiper. Prenant la parole en dernier dans cette table ronde, ce n'était pas du tout pour faire une conclusion, mais essayer de développer que arriver à développer chez l'ensemble des salariés à la fois de la confiance envers l'entreprise, envers sa direction et puis aussi de la confiance en eux, ça passe par la capacité à développer de l'autonomie et à être tous sincères. Alors, ça prend évidemment probablement du temps. Ceux qui s'y étaient attelés probablement traversent la crise avec un peu plus de facilité. Qu'est-ce que je me suis noté aussi? Que créer de la richesse, c'était de faire du sens et que les mots que l'on ou les qualités qui permettaient d'atteindre cela, c'était à la fois l'audace, la capacité dans un monde aussi changeant, incertain, hein, comment faire des objectifs dans une période où tout est remis en cause très, très rapidement, un nouveau confinement qui se profile, etc. Donc, si l'entreprise et ses salariés fonctionnent avec de l'autonomie et on arrive à créer de la richesse parce que l'on a su créer et faire du sens. Alors faire du sens en ce moment, c'est probablement avoir de l'audace, accepter bien sûr la remise en question et le changement comme étant la possibilité d'avancer alors que tout se fige et tout se paralyse. De plus en plus, je me rends compte de la nécessité pour faire face à ces contraintes nouvelles, que les compétences d'un psychologue au travail peuvent aider le chef d'entreprise à avoir un peu
légèreté ou en tout cas à être capable un peu de faire frétiller sa stratégie et de remettre en cause ses certitudes, ses habitudes et ses façons de faire. Nous avons chez Resistex adopté le nouveau statut d'entreprise à mission qui nécessite de formaliser une raison d'être et ensuite d'aligner ces opérations sur l'intérêt général. Tout ça, ça nécessite une réflexion du chef d'entreprise et de faire passer un peu la nature des relations au travail du donnant-donnant au gagnant-gagnant. Alors, ça a l'air d'être une formule. Moi, j'ai travaillé à titre personnel là-dessus et j'invite tous mes collègues à essayer de remettre en question leur certitude. Voilà l'ensemble des questions que l'on aborde au sein de la diversité et des signataires dont je suis bien sûr, souvent sont des points négatifs sur lesquels on essaye de trouver des solutions et de prétendre que l'on est vertueux dans l'entreprise parce que ces phénomènes apparaissent lorsque la question du sens et de la raison d'être n'a pas été intégrée par les dirigeants de l'entreprise et donc la structure appelle au secours en mettant en avant des problèmes alors que probablement tout peut fonctionner d'une manière beaucoup plus harmonieuse. Eh bien, quand on se dit les choses en face et qu'on développe la confiance qui nécessite de libérer la parole et tout ça prend du temps et nécessite de la part du chef d'entreprise un travail profond, assidu et probablement qui commence par un travail sur lui-même. Enfin bon, je m'arrête. Et je continue à écouter les interventions avec délectation, passion et je vous remercie de m'avoir invité. Je te remercie Elisabeth de m'avoir invité dans ce panel. Merci beaucoup Bernard. On retient la question de l'audace, du sens dans un univers hyper évolutif et difficile à anticiper. C'est difficile de fixer des objectifs quand on ne sait pas nous-mêmes où on va. Donc tout le sujet, c'est de laisser une certaine liberté individuelle à chacun pour que chacun fasse du mieux possible dans ce contexte très évolutif comme celui de la crise sanitaire avec un confinement, reconfinement, déconfinement et on y va et on va y arriver, on va réussir, mais c'est vraiment la question que tu poses, c'est celle de la confiance et d'où l'importance parfois du regard extérieur d'un psychologue, pourquoi pas, effectivement, pour voir comment tout le monde se sent dans le collectif. Merci beaucoup pour l'ensemble de vos interventions. On va passer sur la dernière séquence qu'on va faire courte et synthétique du fait de l'horaire. Nous avons, comme tous les ans, alors c'est plus difficile en digital, mais on y arrivera avec la communication également post-événement. On a, comme tous les ans, des lauréats de la charte de la diversité. Et je vais pour cela partager mon écran. On s'est réunis avec quelques membres du jury pour étudier des dossiers qui nous ont été remontés par des entreprises signataires de la charte de la diversité. Et donc, ces différents dossiers ont été étudiés par les jurés. Vous voyez l'écran apparaître, le nom des différents jurés. Donc, Nadine Girard, chargée de développement de l'emploi et des territoires de la Directe Côte d'Azur. Joëlle Lappe-Corbière, directrice donc à la direction Cohésion sociale, Solidarité, Handicap et Droits des femmes pour la DGA Cohésion sociale de la ville de Nice et Métropole Nice-Côte d'Azur. On a également Jean-Charles Amorose, responsable pôle RH, entreprise et territoires de la CCI Nice-Côte d'Azur et Olivier Le Saint,
directeur Cap Emploi 06 et Handijob 06, qui ont étudié avec beaucoup d'assiduité, d'engagement et de passion les différents dossiers qui nous ont été remontés par les entreprises signataires de la Charte de la diversité qui souhaitaient être donc candidates. Et nous avons ce soir 3 lauréats, 3 entreprises lauréates. La première entreprise est la suivante. Alors, je vais laisser les membres du jury parler à ce stade et parler de ce qui leur a plu dans les différents dossiers. La première lauréate est la Caisse d'épargne Côte d'Azur pour un prix de la politique globale de diversité. Un dossier qui a été remonté par Élodie Fournier pour vraiment fournir un gros travail. Alors, je propose à Nadine Girard et à Jean-Charles Amorose d'en parler quelques instants. Oui, bonsoir, vous m'entendez bien? Oui. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, merci tout d'abord pour la richesse de cette conférence, pour les interventions, la préparation, l'organisation. Donc, je suis ravie de remettre ce prix. La Directe porte le programme La France une chance, lancé par le président de la République. Donc, au nom du jury, après délibération, donc comme tu le disais, Elisabeth, tout à l'heure, on remet le prix de la diversité globale à la Caisse d'épargne Côte d'Azur. Alors, pourquoi? En fait, leur dossier illustre l'engagement de la Caisse d'épargne sur tous ces sujets qui sont remarquables sur l'ensemble des dossiers présentés. Je vais citer quelques actions. Tout à l'heure, Bénédicte Solanet, qui a pris la parole, en a parlé un petit peu. Des actions sur le handicap, 700 personnes formées, sensibilisées dans le cadre d'actions engagées durant la semaine de l'emploi des personnes handicapées. Des actions sur l'égalité professionnelle, notamment 14 marraines qui accompagnent des jeunes filles en insertion via un programme Capital Filles. Et puis, la signature du pacte pour les quartiers. Alors, le don de 13 iPads pour des jeunes des quartiers, justement, dans l'opération Quartier d'été. Et puis, cette semaine, l'accueil de 7 stagiaires dans le cadre des stages du collège, des collèges en classe de 3e, du collège Saint-Exupéry. Donc, voilà, le prix de la diversité globale à la Caisse d'épargne Côte d'Azur. Je voudrais juste rajouter un petit mot. C'est vrai que les 4 critères, le dossier de la Caisse d'épargne coche aux 4 critères qu'on peut rappeler, qui est le caractère innovant, l'impact des actions et son déploiement au sein de l'entreprise, le caractère exemplaire des actions qui ont été menées et le périmètre d'action. Et c'est vrai que le dossier est complet, tous les leviers y sont présents et qu'en plus de ces caractères, de ces 4 critères, en fait, on ressent que les choses sont planifiées, déployées largement et partagées tant par la gouvernance que par les collaborateurs. Donc, c'est vrai que c'est un dossier qui a retenu toute notre attention pour le retenir pour le prix de la politique de la diversité. Donc, politique globale de la diversité. Donc, Bénédicte s'est déjà exprimée pour la Caisse d'épargne et notamment sur la partie mobilisation des collaborateurs managers. Je ne sais pas si Élodie voulait rajouter quelque chose. On sait que Élodie a produit un grand travail préalable de montage de dossiers d'argumentation avec beaucoup de pièces jointes. Et voilà, donc si Élodie veut dire un mot, on passera ensuite aux 2 autres entreprises lauréates pour ensuite vous libérer. Alors, je suis désolée, mais je crois qu'elle a perdu le réseau, malheureusement, depuis le moment. Bon, écoutez, on vous félicite vraiment, bravo, et c'est un engagement de long cours. Certains disaient parmi nous, je crois, Jean-Charles, c'est une lame de fond. C'est une lame de fond qu'on n'arrêtera plus, et donc bravo vraiment pour cet engagement qu'on connaît de longue date. On a ensuite l'entreprise Mann et Fils pour le prix de la politique handicap, remis par Olivier Le Saint. Olivier, si tu veux en dire un mot. Oui, alors merci. Effectivement, le prix pour une politique qui est menée vraiment de façon exemplaire par l'entreprise Mann. Donc, je citerai quand même les acteurs, Monsieur Jean Mann, Élise Bonduel et puis Eve Benaroche, par rapport à cette dynamique qui est instaurée. Une belle entreprise de la région, plus de 1700 salariés. Une démarche qui a démarré en 2012. Donc, effectivement, quand on a regardé ce dossier, on voit qu'un dossier, une démarche exemplaire
En termes d'action, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actions, que ce soit de la sensibilisation, que ce soit de la communication, que ce soit des événements dans le cadre effectivement de cette politique handicap. Ce que je noterai en termes de chiffres, il faut savoir qu'effectivement en France, il y a une obligation d'emploi de personnes en situation de handicap qui est de 6%, et on voit que depuis la démarche qui a été lancée en 2012, on parlait tout à l'heure de partenariat au niveau du sourcing, au niveau de la diversité, et Man est un exemple parfait en termes de partenariat. Effectivement, les dirigeants, les services RH ont su mobiliser tout ce réseau de partenaires en passant par un cabinet qui a fait de l'appui conseil, en passant par le Cap Emploi et tous les autres partenaires. Et on voit qu'effectivement, les résultats sont là. Donc bravo, parce que malgré une crise qui dure, qui perdure, on voit que le taux d'emploi a été développé depuis 2012, au départ à un taux à 0,5 et qui aujourd'hui est au-delà des 6%. Donc bravo pour le travail et bravo pour le prix. Donc prix du handicap, des engagements, et bravo pour cette dynamique qui concerne tout le monde, des dirigeants, des salariés et des partenaires. Alors, Élise Bonduel et Eve Benaroche, peut-être si vous souhaitez vous exprimer, compléter un petit peu ce qui a été dit par Olivier Le Saint. Déjà, je vous remercie, Monsieur Le Saint, pour cette belle prose qui reprend de façon très synthétique et pertinente tous les éléments qu'on a pu en effet mettre en avant dans le cadre de notre candidature. Il est vrai que le groupe que j'ai rejoint relativement récemment est très engagé, et ce depuis près de 10 ans, dans le cadre d'actions assez significatives en faveur du handicap. Puisque comme vous l'avez souligné, ça date de 2012. On continue à être très actif sur le sujet. On est très heureux aujourd'hui, et je vous remercie chaleureusement de la part de la direction générale pour ce prix, parce que ça va nous forcer et ça nous pousse à continuer à innover et à sortir de notre et à nous réinventer dans le domaine et également dans d'autres, puisqu'on est aussi très sensible à la parité. On y travaille également. On a obtenu sur 2020 une note de 98 sur 100 à l'index égalité hommes-femmes, et on continuera à travailler en ce sens, puisqu'on croit très fortement à une intégration par la différence, et que la différence ne doit pas être un obstacle, mais bien en effet plutôt le fait de travailler non pas par la différence, mais avec la différence, et qu'elle soit visible ou non. Et ça nous prouve que la démarche et la décision et la direction qu'on a prise depuis près de 10 ans était la bonne. Donc vraiment, un grand merci. Merci beaucoup pour votre témoignage et pour vous connaître depuis plusieurs années. On connaît l'engagement et le travail notamment engagé également par Eve Benaroche sur ce sujet-là. Bravo pour le dossier monté, et bravo à toute l'équipe pour la qualité de votre engagement. On a également… Elisabeth, pardon. Excusez-moi, c'est Bénédicte Solané. Je crois qu'Élodie a pu nous rejoindre et au moins remercier le jury pour le prix. Très bien. Élodie, est-ce que vous êtes là? Oui, bien sûr, je suis là, merci. Allez-y, Élodie. Voilà, Élodie. Oui, merci beaucoup. Toutes mes excuses. Mon réseau a malheureusement eu un problème juste au moment crucial. Donc voilà, je voulais vous dire à quel point on était heureux et fiers de ce prix, de cette récompense qui récompense quelque chose qui est naturel en Caisse d'épargne Côte d'Azur, parce que ça correspond tout simplement à nos valeurs. Bénédicte l'a souligné tout à l'heure, c'est un plaisir de promouvoir la diversité et la mixité dans une entreprise comme la Caisse d'épargne, parce que les salariés, ils sont très sensibles, et lorsqu'on lance des actions, ils se mobilisent spontanément, ce qui nous permet d'avoir effectivement juste des idées, et puis une fois que les idées sont lancées, les choses se font, et c'est un vrai plaisir de travailler dans ce contexte-là. Donc voilà, je voulais préciser que c'est vraiment des actions initiées à notre niveau, au niveau de l'RH, mais qui sont relayées partout, dans toute l'entreprise, et c'est ça qui fait leur force et leur efficacité, qui nous permet d'avoir aujourd'hui 50% de femmes parmi les cadres dans l'entreprise, d'être présents vraiment avec plaisir à chaque fois sur les domaines de l'accueil des jeunes dans le cadre du pacte, et de tous ces engagements qui sont pour nous des vraies opportunités de pouvoir continuer à avancer. Et voilà, et cette récompense qu'on a aujourd'hui nous donne juste envie d'aller plus loin et de continuer dans cette direction
pour faire encore plus de choses. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Élodie, pour ton témoignage. Donc, bravo encore à la Caisse d'épargne Côte d'Azur pour la prix de la politique globale de diversité. On rappelle donc également le prix de Man et Fils, l'entreprise familiale, prix de la politique handicap qui a été porté par Élise Bonduel et Eve Benaroche. Et donc, notre troisième prix sur la thématique de la mixité et de l'égalité professionnelle revient à Schneider Electric, donc un prix remis par Joël Lappe-Corbière, représentant la ville de Nice et la métropole Nice-Côte d'Azur. Donc un dossier monté par Marion Butors avec l'appui également de Béatrice Bag. Donc effectivement, c'est moi qui ai l'honneur ce soir de remettre ce dernier prix, donc prix de la mixité et de l'égalité professionnelle pour Schneider Electric qui nous a proposé une action qu'ils mettent en œuvre depuis plusieurs années déjà maintenant, qui est celle de la mise en place d'un réseau d'ambassadrices des métiers techniques qui permettent de promouvoir à la fois les métiers et les formations techniques auprès des filles qui sont issues de la diversité. Cette mixité et diversité qui est valorisée de manière apparemment générale dans leur entreprise est donc diffusée via ces ambassadrices dans les collèges, les lycées, les différents secteurs de formation qui permettent ainsi de présenter leurs métiers, des métiers qui sont peu recherchés malheureusement encore par les filles. Et donc ce lien qui est fait entre les collèges, les lycées et l'entreprise joue vraiment un rôle important pour faire tomber certaines représentations dont on a parlé, des représentations limitantes, et qui permettent donc à ces filles de se projeter, d'ouvrir un peu leurs horizons et de rencontrer des pairs en quelque sorte, donc des femmes qui elles-mêmes ont choisi cette voie-là, permet peut-être de leur redonner un petit peu confiance en elles et leur donner aussi un niveau d'information qui sans doute n'est pas toujours suffisant, puisque ce n'est pas vers elles qu'on se tourne traditionnellement pour leur expliquer ce que sont ces métiers-là. Donc il est bien que d'autres femmes en emploi le fassent de leur côté. Voilà. Donc à la fois une promotion des métiers techniques et en même temps une action contre ce plafond de verre ou contre cette autocensure auprès des jeunes. Malheureusement, ce qui a été constaté dans le dossier qui nous a été remis, c'est qu'il y a sans doute plus d'ambassadrices volontaires que de jeunes à tutorer. Donc là encore, ça nous laisse une marge de travail, une marge de manœuvre pour leur dire que les entreprises sont prêtes à les accueillir, que leurs marraines sont disponibles, les ambassadrices de ce réseau-là sont disponibles et n'attendent qu'elles. Voilà. Oui, alors vraiment, ce dossier a retenu toute l'attention du jury parce qu'il pose une question sociétale qui est celle de l'orientation des jeunes filles vers les métiers scientifiques et techniques. Vraiment, les entreprises manquent de ressources, de compétences sur ces métiers-là et vont vraiment la démarche de Schneider Electric est exemplaire par rapport à ce secteur d'activité. Et Joël Lappe-Corbière rappelait aussi les rôles modèles, en fait, puisqu'on a des femmes occupant ces métiers-là qui s'engagent en tant qu'ambassadrices. Marion, Béatrice, peut-être, si vous voulez compléter ce qui a été dit. Oui, merci. Alors, merci beaucoup. On est très heureux de recevoir ce prix de la diversité pour la mixité des métiers techniques. C'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur chez Schneider et qui représente un de nos enjeux, presque une difficulté. Nos ambassadrices du site Horizon seront très honorées d'être reconnues dans cet investissement personnel. Alors effectivement, on est convaincu chez Schneider que diversité et inclusion sont des vecteurs de performance. Elisabeth le rappelait tout à l'heure, là, sur le fait que les efforts sont faits parce que c'est rentable. Et donc, on a besoin d'équipes mixtes parce que nous pensons et nous savons que c'est plus efficace. On a besoin de cette mixité et malheureusement, on a beaucoup trop peu de candidates
femmes, filles, dans nos shortlists de candidats. Et on sait que, voilà, de par la nature de nos activités chez Schneider, on recrute beaucoup de cadres et d'ingénieurs avec des formations techniques, hein, électroniques, software, etc. Et qui reste malheureusement une très importante sous-représentation des filles dans ces formations. Donc, on a bien compris qu'il fallait qu'on œuvre beaucoup plus en amont, parce qu'on n'avait pas les candidates. Et donc, c'est bien au lycée, au collège, qu'il faut essayer de faire bouger un petit peu les lignes petit à petit. Voilà, donc ça fait effectivement quelques années qu'on a créé ce réseau interne à Schneider d'ambassadrices. On a plusieurs réseaux selon les bassins, donc à Paris, à Grenoble où on a une forte implantation, et à Carros. Et donc avec l'aide aussi de certaines associations qui nous connectent avec les classes, avec l'éducation nationale, on envoie nos ambassadrices dans les écoles, partager avec des collégiennes, des lycéennes, leur donner envie, être peut-être un rôle modèle, ou démystifier un petit peu ce que peut être un métier dit technique, ou bien ce qu'on peut faire après une école d'ingénieur ou une école technique. Donc voilà, merci pour cette reconnaissance. Je pense que les ventres doivent commencer à gargouiller derrière vos écrans. En tout cas, le chemin est encore long sur cette thématique. Nous savons qu'on a besoin d'y aller ensemble. Quand je dis ensemble, c'est les entreprises, mais aussi les éducateurs, l'éducation nationale, les enseignants, les parents aussi. C'est vraiment une responsabilité collective, mais j'espère effectivement qu'on va pouvoir progresser pour que, même dans des secteurs techniques comme le nôtre, on puisse avoir la mixité si nécessaire au bon fonctionnement des entreprises. Voilà, merci encore en tout cas. Merci beaucoup à tous, bravo encore aux 3 entreprises lauréates, merci aux jurés qui ont pris le temps d'étudier avec beaucoup de précision chacun des dossiers présentés. Encore une fois, on encourage les autres entreprises également à se positionner. On aura une étape du Tour de France prochainement, donc le 4 février, autour de Marseille pour le territoire des Bouches-du-Rhône, et puis d'autres étapes encore prévues en France avant la clôture du Tour de France le 15 mars prochain à Paris. Merci à tous pour votre attention, merci pour votre participation. On est ravis d'avoir pu organiser cet événement en ligne. On vous donne rendez-vous pour l'édition prochaine, de préférence et si possible en présentiel. On préférera bien sûr. Et puis voilà, on va vous libérer à présent et continuer les actions de terrain avec vous. Bravo encore. Bravo et merci à tous. Merci. Bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.